une très belle année 2019 à vous tous. Mesdames, Messieurs, mes très chers amis, et vous le savez avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir dans notre belle salle Curel pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Je constate avec bonheur et satisfaction qu'une fois encore, vous vous êtes déplacés nombreux pour ce moment de retrouvailles que je souhaite convivial et amical. Je vous en remercie très sincèrement. Je tiens à saluer un certain nombre de personnalités, je risque d'en oublier, je vous l'excuse d'ores et déjà auprès d'elle. Je salue mon amie Colette Durieux, députée maire honoraire de notre ville. Je sais que des parlementaires, les représentants du député de Longwy est là, le député représentant donc M. Balkiewicz, le représentant de Mme Fiat. Je ne sais pas si le sénateur Jacquin est parmi nous, il s'était annoncé, en tout cas s'il n'est pas là, il devrait arriver. Ce faisant d'ailleurs, en saluant les parlementaires, j'ai à l'esprit le fait qu'il y a un an, à ce même endroit, j'avais évoqué avec vous, en présence et entouré de mes amis Jean-Pierre Ménel, Marie Lecourt, Rémi Vidili, le maire de Moutier, Fabrice Brongy, le maire d'Auboué, la perspective que nous nous étions fixés d'aller vers une commune nouvelle. Je n'en reviens pas, vous savez comment les choses se sont passées, les raisons qui ont fait que nous suspendions ce processus. Je l'évoque simplement pour remercier sincèrement de leur travail et du retour qu'ils m'ont fait. Le sénateur Jacquin, avec qui des rendez-vous ont été fixés à Paris, la députée Caroline Fiat, qui nous a transmis et ses interventions et les réponses qui lui étaient parvenues. Ce travail n'est pas achevé. Nous sommes en train d'agir pour faire que les obstacles rencontrés soient levés. L'idée était bonne, formidablement intéressante, elle le reste, même si évidemment ce processus est, comme je le rappelais tout à l'heure, suspendu. Je veux saluer la présence de monsieur le directeur national. Je dirai quelques mots tout à l'heure dans mon propos, mais je vous salue particulièrement. Je sais les efforts que vous avez faits pour être parmi nous ce soir. Accompagné bien sûr de votre chargé de communication, entre autres aspects, cher Georges. Merci d'être là. La direction de l'hôpital de Genimois, en réalité, l'ASPO, une association que j'évoquerai tout à l'heure, mais aussi des médecins, le président de l'ASPO, mais aussi j'ai vu le docteur Ravenel. Ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez parmi nous. Je salue de nombreux élus. Je ne veux pas tous les citer, je risque évidemment d'en oublier, mais je veux néanmoins remercier la présence de Rémi Vidili, qui représente ici le président de la communauté de communes Orne-Lorraine Confluence, M. Giacometti, le directeur de la clinique Bernard, qui est parmi nous, le commandant de police que je viens de croiser, mais il vient d'être rappelé en urgence, donc il s'est excusé, Michel Keff, représentant du district de foot, voilà Olivier Jacquin que je viens d'évoquer à l'instant, le sénateur Joseph qui nous rejoint, que je vous ai annoncé, Olivier. Collègue et amie, Rose-Marie Lupo, conseillère départementale du canton du pays de Briey, Salvatore Tabone, qui est le responsable de la Chambre de commerce et d'industrie italienne en France et qui représente, je crois, M. le consul d'Italie. Merci, mon cher ami, mon cher Salvatore, de ta présence. Je risque d'oublier du monde, c'est déjà le cas, j'en suis sûr, et j'imagine que vous m'excuserez de ces oublis involontaires. Mesdames, Messieurs les commerçants, les dirigeants d'entreprises, de sociétés, d'agences bancaires, Mesdames et Messieurs les représentants et membres des milieux associatifs, qu'ils soient sportifs, caritatifs, culturels, politiques, Mesdames et Messieurs représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs représentations de partis politiques, je vais citer le Coalition qui représente ici le PCF, Mesdames, Messieurs, honorables et qualités, mes très chers élèves. Permettez que sans attendre, je vous adresse mes vœux les
santé, de satisfaction et de belles émotions pour vous et vos proches. Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous, tant cette année 2018 pourra compter d'événements marquants et tant l'année qui s'engage promet d'être compliquée. Je n'évoquerai pas la situation internationale, marquée par de vives tensions, des choix dangereux, des dirigeants inquiétants, comme le sont les présidents américains, brésiliens, nord-coréens ou turcs. Mais je veux dire ma honte et mon dégoût quant au sort misérable dans lequel on laisse tous les migrants, les exilés, les réfugiés du XXIe siècle, victimes des guerres et des catastrophes écologiques ou économiques. Ils meurent dans l'indifférence et la résignation des pays occidentaux, soit sous le soleil du désert mexicain, soit en se noyant dans les eaux de la Méditerranée. Et l'Europe ne parvient même pas à s'accorder pour accueillir quelques milliers à peine de migrants. La planète connaît également des bouleversements dramatiques, alors que l'on sort d'une COP24 sans relief. Le réchauffement climatique est pourtant une réalité absolue, avec son lot de catastrophes naturelles et autres phénomènes climatiques graves. Il est vital de modifier nos comportements, nos modes de production et de consommation. L'ONU s'est inquiétée en novembre dernier de nouveaux pics de concentration des gaz à effet de serre. Le dernier rapport du GIEC dresse un tableau inquiétant. Un réchauffement de 1,5 à 2 degrés signifierait la disparition totale des coraux et donc de la biodiversité qu'ils abritent. Une espèce animale sur 6 est menacée. L'augmentation du niveau de la mer comme de l'intensité des tempêtes ont d'ores et déjà de graves conséquences. On pourrait très facilement multiplier les illustrations des conséquences de la crise climatique. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a affirmé il y a 2 mois que la volonté politique des dirigeants mondiaux diminuait. Il faut pourtant que les États s'emparent de cette problématique et s'y engagent avec détermination. L'urgence est là. Nous savons, par ailleurs, que des politiques alternatives et audacieuses seraient génératrices d'innovation, d'investissement et d'emplois nouveaux. Le modèle européen, dans sa forme actuelle, ne propose pas de cadre plus protecteur, plus sécurisant. Tout s'y lie et s'y joue au regard du prisme de la rentabilité financière et de normes technocratiques inintelligibles. L'Europe est une très belle idée, si elle se voulait généreuse. Or, c'est l'inverse. Les peuples vivent mal la rigueur des temps présents et ne distinguent pas, dans l'avenir, une vision d'espoir. Si l'Europe ne propose pas un nouvel âge démocratique, les peuples peuvent être tentés par le pire, c'est-à-dire par l'extrême droite. Les exemples ne manquent pas. En Italie, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, les nationalistes sont déjà au pouvoir. En Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et en France, les partis fascisants ne cessent d'affoler les sondages, tant dans leurs pays respectifs que pour le scrutin européen à venir. Ces dérives populistes et autoritaires nous rappellent certains des plus tristes et des plus terribles moments du XXe siècle et de toute l'histoire humaine. Quelle erreur pourtant de croire que le repli identitaire et le national protectionniste vont nous aider à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Attention toutefois à certains raccourcis qui travestissent tout ce qui n'est pas libéral en populisme. Rien n'est plus faux. Emmanuel Macron oppose sans cesse les progressistes aux populistes. L'historien et sociologue Pierre Rosanvallon déclarait très récemment ne voir, hélas, pas de progressistes positifs qui tenteraient de redéfinir la démocratie, mais de simples héros de la raison gouvernante. D'autres perspectives sont pourtant possibles et nettement préférables. En France, le travail de casse sociale, de destruction des services publics de proximité et de contraintes sur les collectivités territoriales se poursuit avec intensité et dogmatisme. Jamais nous n'aurons assisté à une immersion aussi profonde dans l'économie de marché. Jamais nous n'aurons eu de président autant au service des plus riches et des plus aisés. Un rapport d'Oxfam de mai 2018
montre que la France est le pays au monde où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices en dividendes aux actionnaires. En 2018, les entreprises du CAC 40 leur ont versé plus de 50 milliards d'euros, une hausse de 12,8% par rapport à 2017. En octobre, nous apprenions que les grands patrons se sont augmentés en 2017 de 14% en moyenne, quand ils concédaient 4% au maximum à leurs salariés. Et le cabinet d'analyse financière Proxinvest insiste sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre performance et évolution des rémunérations. Ce lundi, l'ONG Oxfam nous révélait que les 26 milliardaires les plus riches, 26 milliardaires les plus riches, ont entre leurs mains autant d'argent que la moitié la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 4 milliards d'individus. Le nombre de milliardaires en France a doublé en 10 ans. À l'autre bout de la chaîne, 8 800 000 Français, soit 14% de la population, vivent sous le seuil de pauvreté. Si un débat s'impose, c'est bien celui sur le partage des richesses. Ce n'est, à l'évidence, pas le choix du gouvernement qui est bien éloigné de toute considération de justice sociale et qui multiplie les cadeaux aux plus aisés. Il justifie sa politique par le départ, complètement fabulé, des riches persécutés qui risqueraient de quitter le pays en l'appauvrissant d'autant. Pourtant, en décembre, le magazine américain Forbes, destiné au milieu de la finance, expliquait précisément qu'il n'en était rien. En fait, aucune mesure sérieuse n'est prise pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale, et ce sont 80 milliards de manque à gagner. Ces différents constats sont bien le résultat de choix politiques et de choix de société. La baisse de l'impôt sur les sociétés, la flat tax, le CICE, etc. Renforcer les inégalités ne contribue qu'à accroître le sentiment d'injustice et à fragiliser la démocratie. Ces derniers mois, ces dernières années, les mouvements sociaux se sont succédés, exprimant les souffrances ainsi provoquées. Ils se sont alimentés les uns les autres. Je pense à la lutte contre la loi travail, à la lutte des cheminots, je pense à celle des hospitaliers, à celle des enseignants, celle des agriculteurs, ou bien encore celle des avocats. Pour que le vase déborde, il aura fallu d'abord qu'il se remplisse. En fait, il n'y a pas de catégorie, de secteur d'activité où le malaise ne soit pas profond. Le mouvement des Gilets jaunes est l'expression à la fois d'une sourde colère et de l'exigence d'un autre possible. Sans attendre, et cela ne surprendra personne, je veux dire mon soutien à ce mouvement et mon salut aux femmes et aux hommes qui l'animent depuis de nombreuses semaines et qui ont répondu à mon invitation en étant présents parmi nous ce soir. Merci à vous. Je veux aussi de suite évacuer le sujet lancinant autour des violences. Je les répondre de manière très claire, et nos amis aussi d'ailleurs, ils me l'ont dit aussi de manière tout aussi claire, et je réponds d'où qu'elles viennent. Des groupes de casseurs, spécialisés, manipulés ou pas, sont clairement présents. Je pense qu'ils sont identifiés, ils doivent être circonscrits et punis. Dans le même temps, jamais dans notre histoire, et pour ma part, j'ai participé, vous le savez, à de très nombreux mouvements sociaux. Je n'ai jamais assisté à de telles violences d'État. Disant cela, je ne mets pas en cause nos forces de police, je mets en cause ceux qui prennent les décisions, c'est-à-dire le pouvoir central et son ministre de l'Intérieur. L'organisation du chaos ne peut pas être une réponse à l'expression populaire. Il revient au gouvernement de créer les conditions de l'apaisement. Je pense que cela passe par une loi d'amnistie pour celles et ceux qui ne peuvent pas et ne doivent pas être considérés comme des casseurs récidivistes et dangereux. Je nous invite à être extrêmement vigilants. Vous avez entendu, comme moi, M. Castaner évoquer des dispositions législatives visant à encadrer le droit constitutionnel de manifester. La tentation liberticide est présente, elle est dangereuse. Enfin, pour clore sur ce sujet, l'essentiel n'est pas dans ces actes de violence surmédiatisés,
mais bien dans l'ampleur du désaveu dont le mouvement des Gilets jaunes n'est que l'expression particulière. Georges Danton, l'une des figures de la Révolution française, révolution que nous commémorons tous les 14 juillet, demandait que la pique du peuple brise le sceptre des rois. J'ai bien le sentiment, plus de 2 siècles après, que cet appel reste de pleine actualité. Si la colère est si profonde, si sa manifestation bénéficie d'un si large soutien, c'est qu'elle est alimentée par la conscience de plus en plus claire d'une injustice criante qui est devenue intolérable. J'ai donné il y a quelques instants des éléments d'appréciation sur ce qui alimente le fossé grandissant entre la très grande masse de notre peuple et les quelques puissants qui se gavent. Le président Macron a au moins raison sur une chose, lorsqu'il dit que la France n'est pas un pays comme les autres. En effet, la France est traversée par une passion égalitaire éprouvée au fil des siècles. On ne saurait la gouverner impunément, de manière autoritaire et sarcastique, au service quasi exclusif des plus riches. Est-ce que, de ce point de vue, ce qui est appelé le grand débat national suffit pour dégager des pistes de sortie de crise? À mon sens, non. En lisant la missive que le président de la République a adressée aux Français, on comprend bien que le pouvoir ne veut rien entendre. La démarche est soigneusement encadrée. 4 thèmes sont prédéfinis, et dans chacun d'eux, les limites sont posées. Le premier porte sur l'impôt et sur les services publics. Dans un élan de sincérité, il nous indique que nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises. Il faut lire, chacun l'aura bien compris, qu'il n'entend pas restaurer l'impôt sur la fortune. Un peu plus loin, il se demande gravement quels services publics devraient être supprimés. Alors que la vraie question est justement l'inverse, et cela supposerait d'engager les banques à se retirer des montages spéculatifs. Cela implique la sanction de l'usage des paradis fiscaux. Cela justifie l'imposition des plus-values, la réintroduction de l'ISF, la différenciation de l'impôt en fonction de l'usage qui est fait des bénéfices. Mais allons plus loin. Le deuxième thème abordé devrait être celui de l'organisation de l'État et des collectivités publiques. Les questions présidentielles portent sur le nombre d'échelons administratifs, sur le renforcement éventuel de la décentralisation. Comme si les lois récentes n'avaient pas conduit à l'organisation de super-régions qui tendent à éloigner les décideurs des populations. Comme si les territoires n'avaient pas été contraints à s'organiser sur des périmètres qui leur étaient imposés, comme c'est le cas pour notre communauté de communes. Par ailleurs, jamais autant qu'aujourd'hui n'ont été gravement menacés les processus de décentralisation. Le troisième thème porte sur la transition écologique. Encore une réflexion du président Macron qui semble bien étroite. Comment financer la transition écologique, demande-t-il. Il introduit un élément de réponse qui n'est pas surprenant, compte tenu de sa logique. Par l'impôt, par les taxes. La démission de Nicolas Hulot trouve sans doute dans cette approche une part d'explication. Alors qu'il faudrait revoir totalement notre modèle économique, il se demande comment on va faire payer le plus grand nombre. Eh bien entendu, aucune allusion aux véritables pollueurs qui continuent à ne pas être les payeurs. Enfin, dernier alinéa du courrier jupitérien, la démocratie et la citoyenneté. Là encore, Emmanuel Macron liste toute une série de questions qui lui permettent d'éluder le seul vrai sujet, à mon sens. Nos institutions sont à bout de souffle. Elles ont conduit à l'instauration d'une véritable monarchie, de moins en moins républicaine. C'est ce rapport inversé à notre propre histoire qui contient en germe tous les effets qui viennent pervertir notre démocratie. Aujourd'hui, un homme seul détient tous les pouvoirs. Le calendrier électoral transforme l'Assemblée nationale en une chambre d'enregistrement totalement vassalisée. Le fait de ne plus être représenté n'est pas simplement un sentiment, c'est le résultat de choix délibérés. La question de la fonction présidentielle doit être posée, celle de la création de nouveaux points d'équilibre de nos institutions aussi. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple exerçant la souveraineté sans entrave. Ce n'est pas un révolutionnaire qui a affirmé cela, c'est le concepteur de la Constitution de la Ve République, c'est Charles de Gaulle. Nous devons faire preuve d'audace, ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre République en souffrance. Nous devons aller vers la Sixième République. Sur le fond donc, je vois bien, sans doute comme vous, la volonté d'esquive. Sur la forme, quelques réflexions. La première porte
sur l'indépendance supposée du débat. Il suffit d'avoir à l'esprit le fait que ce soit deux ministres qui soient en charge de son organisation pour tout dire sur le sujet. Par ailleurs, depuis le 15 janvier dernier, nous voyons l'Élysée organiser un grand parlement. La scénographie est bien au point, on peut en convenir. Le champion est appelé à réussir des marathons de monologues qui sont comparés à de véritables exploits. Les maires sont appelés à poser des questions. Le président a formulé toutes les réponses. Après avoir méprisé les maires à l'occasion de leur congrès national, après avoir porté des coups sévères à toutes les communes de France, en leur retirant leur dernier levier d'autonomie, le président Macron les dote de toutes les vertus en leur demandant d'être les principaux organisateurs de la communication élyséenne. Mais, plus précisément, et il est intéressant que vous le sachiez, c'est le journal Le Point qui le révèle. Comment donc a été organisé le premier débat, celui du 15 janvier dans la région normande? Eh bien, tout simplement, le préfet de région, contactant les présidents de l'association des maires de chaque département, leur a demandé de mobiliser 100 maires chacun. On enjoint également aux maires coordinateurs de préparer en amont des questions et de les attribuer à deux de leurs collègues, dont les noms seront bien sûr donnés à l'avance au préfet. Certains édiles reçoivent même une consigne encore plus précise sur le contenu de ces questions. Bien entendu, aucune de celles-ci ne sera en mesure de désarçonner Emmanuel Macron, puisque les élus sont invités à adresser les questions avant la rencontre, renforçant ainsi l'image d'un président parfaitement en maîtrise de ses sujets, jouant de tous les artifices de la séduction. On n'est plus dans la réunion d'échange. C'est un grand raout décidé à faire la com du président, a déploré un élu local qui avait vécu ce moment. Pour ma part, si l'occasion m'en est donnée, je participerai à toute initiative allant dans le sens d'un véritable échange. Mais je n'entends d'aucune manière être le faire-valoir du président. Vous les avez trouvés sur vos tables. Notre ville met des cahiers de doléances à disposition. Comme je l'indique dans un très court texte d'introduction, je ne crois pas à la volonté réelle de nos gouvernants d'écouter le peuple. Par contre, je rappelle que les cahiers de doléances avaient été à l'origine de la Révolution française. À terme, ils ne seront pas déposés, mais bien portés par la délégation que je souhaite la plus forte possible et que je conduirai en sous-préfecture. Cela peut constituer une forme supplémentaire d'action. Un autre phénomène caractérisant le mouvement des Gilets jaunes doit retenir notre attention. Celui de liens nouveaux et sincères qui se sont tissés entre eux, mais aussi entre eux et la population. Ce lien n'est pas étranger parce que nous semons les uns et les autres dans cette ville au travers de toutes nos actions et de toutes nos intentions. Ce lien, c'est la fraternité. Depuis quelques années déjà, nous consacrons le mois de juin comme étant celui de la fraternité. En effet, grâce à une vie associative foisonnante, toute l'année, nous voyons en particulier en juin une foultitude d'initiatives qui permettent des rencontres multiformes et qui rapprochent des milliers de personnes. Je veux ici rendre hommage à ces centaines de bénévoles dont l'engagement remarquable alimente l'intelligence collective et dote notre ville d'une vitalité enviée. Ce faisant, dans tous les secteurs actifs, nous bénéficions d'un dynamisme qui ne se dément pas. C'est le cas pour le sport, avec nos 23 clubs et nos plus de 1200 licenciés. Gérard Keff, adjoint en charge de ces questions, le sait. Lui qui est si proche de chacun d'eux. Nos efforts sont constants et nos équipements ne cessent de bénéficier de toutes nos attentions. Ce sera encore le cas cette année, avec la construction d'un deuxième groupe couvert de tennis qui répondra parfaitement aux qualités et aux besoins de développement de notre club local. Bravo! Bravo à tous les clubs, bravo à nos équipes de direction et à tous les accompagnateurs. Permettez que je dise mon soutien au projet de fusion des clubs de foot de Jeuf, Fomécourt et Auboué, et mes plus vifs encouragements à notre équipe de basket qui est en train de réussir une saison absolument formidable. C'est le cas dans le domaine culturel, avec nos deux compagnies de théâtre, notre cinéma, les actions développées par la commission animée par Sylvie Kizibali, le rayonnement de la médiathèque communautaire. Je pense que nous pouvons et que nous devons faire plus. La culture est un vecteur absolument essentiel d'épanouissement individuel et d'affirmation collective.
J'apprécie grandement et je soutiens le groupe de réflexion animé sur ce sujet par Valentin Erard. La culture, c'est aussi l'histoire, et de ce point de vue, nous disposons d'un atout extraordinaire avec le Cercle de promotion d'histoire de Joffre, dont les productions sont si éclairantes. Dans les prochaines semaines, paraîtra le dernier ouvrage réalisé par le Cercle, à l'instigation de Roger Martinois, et dont le titre est évocateur. La mémoire et la pierre, l'histoire du monument aux morts de Joffre. Un livre qui apparaît d'ores et déjà comme particulièrement précieux à la connaissance de notre propre histoire. Il viendra ponctuer l'année du centenaire de la victoire de 1918, qui aura vu, comme c'est toujours le cas, le monde des associations patriotiques et de souvenirs être très fortement engagé. Respect et gratitude à ceux qui veillent à préserver à la fois l'hommage dû à nos héros et à garantir le droit de savoir aux générations futures. Avec eux, sans doute avec vous, je suis fier d'avoir agi pour la rénovation de notre monument aux morts. La vie associative, c'est aussi la solidarité sous toutes ses formes, avec les associations caritatives. Je salue très chaleureusement celles et ceux qui tentent d'amortir les incidences sournoises et désastreuses d'une misère qui continue à progresser pour les raisons déjà évoquées. La Maison des Solidarités et de la Fraternité, qui n'a jamais si bien porté son nom, co-animée par Édouard Kozlowski, Christine Zatarin et Pascal Frangiamor, dirigée par Élodie Ravenel et porteuse d'innovation dans le domaine du social, des seniors et de la jeunesse. Comment ne pas évoquer le rôle essentiel d'associations comme Patch, comme Transblo, qui agissent avec beaucoup d'efficacité dans les domaines de l'insertion. Comment ne pas évoquer le rôle essentiel joué par le Soleil couchant, si présent aux côtés des familles et des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le fil d'or qui a su tisser patiemment des liens précieux pour briser l'isolement. Comment ne pas évoquer ISS, Initiative Solidarité Sénégal, qui sera au printemps prochain, à nouveau, aux côtés de nos amis de Cassac. Je veux ici saluer l'initiative de Gérald Gilles, de Zina Ousmara, qui, avec ISS, se sont mobilisés en faveur de Lina Malak, une petite Algérienne de 2 ans et demi, dont les traitements médicaux urgents nécessitaient un soutien financier. L'initiative de solidarité qui a été prise à ce moment-là a été tout à fait remarquable. Cette année verra aussi se renouveler une belle expérience qui consiste à recevoir des jeunes venant de différents pays européens et engagés avec des jeunes officiers sur un chantier international qui sera réalisé en juillet prochain et qui prendra la suite de ce qui a été fait l'été dernier sur les bords de l'Or. Fraternité donc, fraternité qui ne s'invente pas, qui vient de loin, sans doute de nos traditions ouvrières, mais aussi de cultures métissées qui alimentent notre besoin d'être attentif à l'autre, de tendre la main. Ces sentiments ne sont donc pas inventés, mais ils sont à cultiver et à partager. C'est tout l'objet du kiosque aux 400 coups de main qui sera installé dans le péristyle de cette salle durant le mois de juin prochain. C'est l'association Michel Dinet Fraternité, en acte, qui a créé cette structure itinérante de promotion de la fraternité afin de toucher les publics les plus divers. Un espace convivial, participatif, informatif et sensible. Un lieu intergénérationnel et multi-activités mêlant art, culture, littérature, jeu. Il sera ici à la disposition de toutes et de tous, plus fraternel que jamais. Nous sommes toujours dans ce registre, avec les services rendus par le PIMS de Joffre, devenu maison des services publics reconnus et agréés par l'État. En 2018, ce sont 6 883 personnes qui s'y sont rendues, ayant trouvé l'aide et l'accompagnement escomptés. Parler du PIMS, c'est nécessairement évoquer aussi la maison des frontaliers et le bâtiment de la gare. Concernant ce bâtiment, alors que la SNCF a décidé, malgré notre opposition, de fermer son dernier guichet, il est et restera un élément structurant de l'action publique dans le quartier d'Arly. J'aurai des propositions à formuler au conseil municipal allant dans ce sens. Par ailleurs, et récemment encore, j'ai organisé une rencontre entre la direction régionale SNCF et le syndicat de transport du bassin de Briey. Je salue d'ailleurs M. Anton qui représente ici la société Transdev
et qui est le principal partenaire du syndicat des transports. Le ST2B, dont je salue l'engagement avec en particulier l'organisation de la navette, sillonnant toutes les heures de la journée les villes de notre vallée, et ce, à la plus grande satisfaction de nos populations. L'objet donc de cette rencontre avec la SNCF, coordonner et renforcer les moyens pour améliorer l'offre de mobilité entre le réseau Le Fil et les réseaux ferroviaires. Les déplacements domicile-travail sont au cœur de nos échanges, en direction bien sûr de Metz, mais aussi et surtout du Luxembourg. À ce sujet, le succès de la Maison des Frontaliers est éloquent. Il est à mettre à l'actif de Jean-Louis Cano. Il est révélateur de la montée en puissance de ce salariat sur notre territoire. C'est à mes yeux une question stratégique qui interroge toutes les collectivités de notre bassin. Actuellement, au cœur de l'entente entre Jeuf et le Val-de-Briey, cette question doit dorénavant relever de la communauté de communes. Une communauté de communes confrontée à de nombreux défis. Celui du travail frontalier en est un, comme le sont les relations privilégiées qu'elle doit entretenir avec ses différents voisins. Nous nous trouvons à l'articulation exacte des bassins d'emploi de Metz et de Saint-Sillon et du Luxembourg. Vous m'avez entendu plusieurs fois évoquer cette question. C'est une situation enviable, mais qui appelle à l'action. C'est ce que nous faisons ensemble avec mon ami Jacques Zanardo. Nous sommes depuis peu associés à la métropole du Sillon-Mosellan, c'est une bonne chose. Nous voilà donc engagés dans un processus ouvert de dialogue et de réflexion qui intègre toutes les dimensions d'activité économique et donc aussi celle de notre relation au Luxembourg. D'un autre côté, je le dis de manière très claire, les conditions de création du pôle métropolitain frontalier portées en particulier par le président de la communauté d'agglomération d'Amby et l'ex-secrétaire d'État au budget est une aberration absolue. Tout a été fait pour de sombres calculs politiciens, pour écarter de cette structure de concertation notre communauté de communes. C'est à l'évidence une faute originelle et un grave préjudice pour cette opération que je ne cesserai dans ce format actuel de dénoncer et de combattre. C'est aussi, à n'en pas douter, une nouvelle opération d'escamotage de la question essentielle posée au Luxembourg portant sur les compensations financières qu'il doit verser au territoire voisin. Nous travaillons activement et dans le même temps à la signature d'un pacte initié par la région Grand Est avec la communauté de communes du pays hors Moselle, la communauté de communes des rives de Moselle et évidemment la nôtre. Un bassin fortement identifié par son activité industrielle et donc par des filières qu'il convient de consolider. Nous sommes et devons rester un territoire d'industrie et d'innovation. L'activité automobile en est un puissant témoignage. La SOVA est le principal employeur privé de notre département. Sa direction, que je salue à nouveau, et avec laquelle j'entretiens les meilleures relations, l'ensemble de ces personnels sont en train de relever plusieurs défis. Un, qui a été de belle manière, puisque un nouveau record de véhicules produits vient d'être établi. Et dans le même temps, toutes ces équipes travaillent pour que notre usine de Batilly soit bien positionnée et soit retenue comme étant le site de production du futur véhicule utilitaire de Renault. L'enjeu est majeur pour tout le monde. Je ne doute pas que l'efficacité, la performance, l'expérience, les compétences ici rassemblées soient reconnues et ouvrent ainsi une nouvelle page de l'histoire de la SOVA. Jeuf, comme le territoire, doivent se préparer à accompagner l'entreprise dans cette évolution, en particulier pour favoriser, le cas échéant, le rapprochement d'un certain nombre de ses sous-traitants. À cet égard, et à la suite d'une rencontre récente avec le dirigeant de la société Lortube, M. Héricourt, qui est parmi nous, et je le remercie, nous sommes en train d'investiguer l'hypothèse de l'acquisition du bâtiment de Lortube qui permettrait, outre bien entendu le maintien et le renforcement de l'activité de Lortube, l'implantation éventuelle de nos services techniques et pourquoi pas l'accueil d'activités supplémentaires. Une belle façon d'amorcer la revitalisation de toute la zone de Bec qui est dévolue à recevoir de l'activité artisanale et industrielle. Un complément direct à ce qui se fait sur la plateforme d'initiative locale et la pépinière d'entreprise Omégale, devenue Racine, nous permettant sans doute à terme
de réfléchir aux réponses à rechercher aux besoins exprimés par les porteurs de projets. Les différentes questions que je viens d'évoquer, qu'elles soient de dimension économique ou de dimension sociale, renvoient à la question centrale de l'attractivité. Là aussi, nous conduisons des efforts dans différentes directions. Nous voulons à la fois éviter à nos seniors tout phénomène de déracinement qui serait totalement immoraux et favoriser l'arrivée de jeunes couples. C'est tout le sens de la réalisation du village senior, réalisé sur la plage Chauchy par MMH et qui sera livré début mars prochain. Son succès nous conduit à porter un deuxième projet. Nous sommes d'ores et déjà en contact avec un autre opérateur, Bâti Nord-Est. Ce projet est appelé à voir le jour derrière les Azalées. Nous entrons cette année de plein pied avec ces opérations, dans la phase opérationnelle de l'étude Centre-Bourg, qui nous a été livrée l'automne dernier. Nous sommes accompagnés pour ce faire, comme c'est le cas sur le bâtiment Longtube, par un partenaire absolument essentiel pour notre ville. Je veux parler de l'établissement public foncier de Lorraine. Rien de stratégique n'a été conçu en dehors de ce partenariat. Je veux le souligner et remercier autant le directeur de l'établissement que ses équipes pour leur implication et leur détermination pour assurer le succès de nos projets. L'étude Centre-Bourg nous permet d'avoir une vision globale et cohérente d'aménagement de notre cœur de ville. Cela pose bien entendu la question du leader price. L'EPF, autant que moi, avons engagé les contacts et des discussions avec le propriétaire. Rien n'est simple, je vous assure. Mais je veux dire ici, et vous dire ici, que nous ne ménagerons aucun effort et nous n'excluons aucun moyen pour en terminer avec une situation qui n'est pas tolérable. Une procédure contraignante de déclaration d'utilité publique va être engagée. Je souhaite qu'elle n'aille pas à son terme au profit de la négociation que j'appelle de mes vœux avec le propriétaire. La mission que j'ai confiée à Emmanuel Berger se trouve ainsi renforcée. Le PFL engagera dès cette année l'acquisition de la batterie de garage qui se trouve sur l'arrière de la rue du Sard, ainsi que l'ensemble des propriétaires délaissés de cette zone, qui constitue, selon une terminologie qui nous est propre, le ventre mou de Franche-Prêtre. Je regarde Lucien en disant cela, c'est une terminologie que nous connaissons bien. D'autre part, la vacance de logement est un des handicaps de notre rue de Franche-Prêtre. Il faut travailler à sa résorption. Les dispositifs de droit commun ne suffisent pas. Nous allons animer, avec tous les partenaires intervenant dans ce domaine, une réflexion innovante qui doit déboucher sur des options exceptionnelles. J'ai reçu il y a quelques jours, avec Lucien Vigo, adjoint en charge de l'habitat et de l'urbanisme, les dirigeants régionaux et locaux du magasin Match. D'ici avril prochain, les anciennes stations d'essence et de lavage se trouvant sur le parking seront retirées. Nous envisageons d'entreprendre, en lieu et place de l'accès actuel du Match, un aménagement routier qui serait de nature à embellir ce carrefour, à faciliter l'accès au magasin et à éliminer les feux tout en renforçant la sécurité. Après la très belle opération de l'espace Marie Curie, qui elle aussi a été couronnée d'un beau succès, nous voulons continuer à intervenir sur le bas de la rue. Ce sera le cas avec la réfection de la façade du cinéma Casino, qui, je le rappelle, est propriété de la ville et a fait l'objet d'importants travaux de réaménagement intérieur. Notre salle obscure n'a rien à envier aux plus belles salles de la région. Les 13 000 spectateurs qui l'ont fréquenté l'an passé ont apprécié. Grand merci à Christian Robel et à Jackie Carraro pour leur implication militante en faveur du 7e art. J'ai proposé en décembre dernier à notre conseil municipal de faire que ces objectifs relevant de la réalisation d'études Centre-Bourg deviennent une priorité et soient traités comme tels. Cela signifie-t-il que le projet d'écoquartier soit délaissé? Évidemment non. Grâce à l'intervention du cabinet Aubras, notre équipe de maîtrise d'œuvre, nous avons pu dessiner les contours plus précis de notre ambition dans ce domaine. Nous avons intégré, ce faisant, les évolutions toutes récentes des normes étatiques, en particulier dans la gestion des cours d'eau, au plan du traitement des problématiques de pollution, d'aménagement des berges, d'une conduite économiquement précautionneuse de notre démarche et de son efficience. Il est important de gérer l'ensemble avec toute la souplesse voulue, d'autant que depuis toujours ce projet est prévu pour courir sur les 20-25 ans qui viennent. C'est là une perspective heureuse et enthousiasmante pour notre ville, tout simplement sa seule
faculté de développement. À ce stade, je voudrais évoquer succinctement une question qui est au cœur des préoccupations de tous les élus du bassin et de nos populations. C'est celle de notre paysage hospitalier. D'abord, je veux me réjouir à nouveau du dynamisme confirmé de notre association hospitalière judiciaire, qui, après fusion avec l'association Moselle-Âme Sœur, se trouve sensiblement renforcée dans ses missions et dans la gestion unifiée de ces 5 établissements, dont l'hôpital de Genevois et le superbe EHPAD de Ravenne. Je peux porter témoignage de la grande qualité et de l'abnégation dont font preuve les équipes soignantes et administratives de nos établissements, qu'elles en soient ici vivement félicitées. Je redis devant vous mon plein soutien à cette nouvelle structure, à l'égard de laquelle l'Agence régionale de santé doit tenir les engagements pris. Chacun le sait aujourd'hui, grâce à notre action anticipatrice, nous n'avons pas, Sourchef, à souffrir du phénomène de désertification médicale rencontré partout ailleurs. C'est même plutôt l'inverse qui est manifeste, puisque nous avons accueilli différents spécialistes. Nous restons néanmoins vigilants et mobilisés sur ces aspects. Depuis des années, je me bats ouvertement pour préserver l'hôpital Maillot. Le combat doit prendre une nouvelle dimension. Nous faisons face à une triple échéance. Les orientations imprimées par le législateur à l'occasion d'une loi santé qui conduit à nouveau à de sombres perspectives de nouvelles coupes financières. Le rapport, réalisé par un groupe d'experts à la demande de l'ARS sur l'hôpital Brioutin. La construction sur le site proche de Mézières-les-Messes de la future clinique Claude Bernard. Cela dans un contexte d'affaiblissement chronique de l'hôpital Maillot. Aujourd'hui, je le redis avec clarté et avec force, ce sont les stratégies qui ont été conduites jusqu'à maintenant par les différentes directions de l'hôpital qui ont conduit à cet affaiblissement. Il faut urgemment les inverser, en lien avec tous les personnels et en transparence avec les syndicats organisés au sein de l'hôpital. Il faut travailler à la définition d'un projet sur le moyen et le long terme qui soit accompagné d'un soutien financier substantiel de la part de l'ARS. Si le CHR Metz-Thionville, qui assure la direction de notre établissement, devait ne pas faire ce choix, il assumerait directement la responsabilité d'un échec cuisant. Il n'est pas trop tard. En lien avec les syndicats concernés, je souhaite que les élus et que nos populations soient associés à la mobilisation nécessaire. Je prendrai, pour ma part, des initiatives allant dans ce sens. En lien entre ces questions de santé publique et de sécurité, je veux simplement vous dire que je viens d'adresser un courrier au président du SDIS pour lui dire qu'il était temps de réfléchir à doter notre vallée d'un casernement digne de ses populations et de nos sapeurs-pompiers. La modernité doit les assurer de conditions d'intervention plus en rapport avec l'importance de leur mission. La sécurité toujours. Je félicite nos policiers municipaux pour l'intelligence qui caractérise leur action, que ce soit en termes de prévention ou de sanction lorsque ça s'avère nécessaire. Ils font preuve de discernement. Ils ont su nouer des liens solides avec les judiciaires et les judiciaires, créant ainsi des conditions favorables pour le recueil de l'information utile à la conduite de leurs responsabilités. Je me réjouis de la coopération qui ne cesse de se renforcer entre eux et les services de la police nationale. Si leurs tâches respectives sont différentes, elles sont néanmoins convergentes et appellent au renforcement de cette collaboration. Je sais, pour en avoir souvent débattu avec lui, combien cette conviction anime aussi le commandant de police de Briey. Je le remercie de la régularité et de la franchise qui caractérisent nos rapports. Depuis des mois, quelques individus sans scrupules sont venus menacer la tranquillité publique dans un quartier de notre ville. Les deux services ont travaillé main dans la main, sous l'autorité directe de M. le procureur de la République. Rien n'est laissé au hasard. Nous ne ferons preuve d'aucun laxisme. Je vous le dis, chers amis, et vous me connaissez pour comprendre ce que cela peut vouloir dire, ils ne perdent rien pour attendre. Concernant les chantiers qui vont être engagés sur notre ville dans l'année qui vient, j'en ai d'ores et déjà évoqué quelques-uns. Je vais rapidement en présenter quelques autres. Nous poursuivons avec beaucoup d'assiduité des travaux importants d'accessibilité dans tous les bâtiments publics. Cette année,
Dans la poursuite de ce qui a été engagé l'an passé, nous finalisons aussi un important dispositif de changement d'issue, en particulier dans cette salle, mais aussi dans nos différents établissements scolaires. Des écoles qui continuent à bénéficier de toute notre attention et qui ne cessent de se moderniser. Cette année verra aussi la construction d'un très haut l'école des Capucines. La municipalité assure le corps enseignant d'un soutien constant. Françoise Berg veille scrupuleusement à la réalité de cette relation. J'apprécie aussi la diversité et l'originalité des initiatives prises par les parents d'élèves. Ils peuvent compter sur nous. Ces travaux ont à voir avec notre préoccupation permanente de préservation de notre environnement. Il en ira ainsi avec les changements de chaudière au groupe scolaire de Genevois pour la salle des sports. Je veux évoquer devant vous 3 autres chantiers qui me tiennent particulièrement à cœur. La poursuite de la réfection de notre voirie, l'aménagement de l'ancien stade Sainte-Anne, le projet de réaffectation des locaux du collège Maurice Barrès. Conformément à l'engagement pris l'an passé, le conseil municipal inscrira la rue des Nouvelles Friches et la rue Foch à son programme pour l'année 2019. Avec cette dernière, nous nous engageons très clairement dans l'intervention sur l'ensemble des voiries du quartier de Ravenne. Nous le ferons sur plusieurs exercices budgétaires. C'est là le dernier effort conséquent que nous avons réalisé dans ce domaine. Le stade Sainte-Anne. Les travaux vont démarrer prochainement. Nous voulons faire de ce lieu un espace mis au service des familles et de leurs enfants. Que ce soit les Joviciens ou les usagers de la promenade au bord de l'Orne, ils trouveront là le tiers à se reposer, à s'amuser, à se retrouver. Je souhaite aussi, dès cette année, que soit à nouveau ouvert l'espace consacré aux enfants genevois et, si nous pouvons, qu'il soit amélioré. Le conseil départemental est à l'œuvre pour doter notre vallée d'un collège du XXIe siècle. Je dois vous informer qu'un retard prévisible est prévisible de quelques mois. Ce n'est pas choquant, compte tenu évidemment de la complexité et de l'importance de ce chantier. Ce retard impactera directement l'engagement de notre propre projet sans le remettre, bien entendu,